Bonjour à tous, je m'appelle Françoise, j'ai actuellement 78 ans et je vais vous raconter mon histoire de ma naissance il y a une dizaine d'années. Les années de Françoise, un podcast de Charles Guérand. Dans l'ordre, il y a mon père, Jean, ma mère Nelly, qui ont eu 4 enfants, l'aînée Claudine, après il y a eu Bernard, il y a eu Françoise et il y a eu Jean-Louis. Après, mon mari Jean, moi Françoise, on a eu 2 enfants, l'aîné Anne, le deuxième David. Après, ma fille m'a donné 3 petits-enfants, Charles, Pierre et Louis. Épisode 9, la maladie du fils, seconde partie. Le psychiatre qui s'occupait de David, là, le premier qu'on a eu, il était bien, on avait des difficultés à le rencontrer, ce qui était certain, parce qu'il disait toujours, je crois que même encore maintenant ils le disent, que on soigne pas, c'est vrai qu'on soigne pas les parents, on soigne le malade. Donc les parents, on avait l'impression d'être mis en dehors de la maladie. Mais on disait toujours, si on raconte pas ce qui se passe, ils peuvent pas le savoir. C'est pas en une demi-heure de voir un malade qui va raconter n'importe quoi. Ils ne savent pas ce qui s'est passé pendant 8 jours chez nous. Et un jour, j'étais avec David quand même, il avait accepté que je vienne avec lui, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je faisais des listes comme ça pour être sûr de ne rien oublier. Et puis d'un seul coup, David était assis à côté de moi devant le bureau du médecin. Et d'un seul coup, il lui dit « Mais pourquoi votre téléphone, il vole là ?» Alors, moi je regarde David, j'étais un peu surpris. Bon, lui, moins parce que, malheureusement, il vit avec des gens comme ça. Je voyais ça, ce qui vient de se passer. Tu vois le téléphone s'envoler. Je dis, moi, c'est toute la journée que je vois ça. Toute la journée. Le matin, quand il se lève. Pourquoi je ne trouve plus ma montre? Qui c'est qui a volé ma montre? J'ai tellement dit, mais non, elle est là. Je ne l'avais pas mis là hier soir. Il y a quelqu'un qui est venu la changer. Il voyait des gens qui venaient dans l'appartement. On avait un appartement, on avait un médecin à la retraite au-dessus, qui avait vite compris la maladie de David. Il allait frapper chez eux en disant « Arrêtez de faire du bruit ». Bon, alors le médecin était gentil, il dit « Non, on ne fera plus de bruit, on te promet David ». Puis après il venait me le dire quand même. Hein. Mais c'était comme ça tout le temps, David, tout le temps. Tout le temps. Un jour il est allé chez ma belle-mère à Ville pendant 2 jours, je crois. Elle dit « Viens me voir 2 jours ». Le soir même elle nous a téléphoné, elle dit « C'est pas possible ». Elle dit je ne peux pas le garder, c'est pas possible ». Il était en train de lui dire qu'il y avait quelqu'un dans la maison qui venait pour les tuer. Donc elle a eu peur, cette femme. Donc on a pris la voiture avec mon mari et on est allé le chercher, quoi. Et c'était tout le temps comme ça, tout le temps. Il y avait toujours quelque chose qui n'était pas normal. Et après, c'était une valse de psychiatre. Il avait un psychiatre pendant 3 mois, après c'était un autre. Et à chaque fois, on recommençait à raconter tout le temps. Puis un beau jour, je me suis un peu fâchée. J'ai dit, écoutez, vous avez un dossier sur David. Consultez-le. C'est pas en une heure, en une demi-heure que je peux vous raconter 10 ans de maladie de mon fils. C'est pas possible, quoi. Puis un beau jour, je me suis fâchée avec un psychiatre. Et puis, j'ai plus jamais été le voir celui-là. Parce qu'il m'avait encore dit que c'était de ma faute que mon fils était comme ça, alors. Il ne veut pas l'accepter, ça. Alors, le reste de ma famille, je ne sais pas comment te dire. Par exemple, j'avais maman qui ne disait à personne parce que c'était une maladie honteuse. Et je me souviens une fois, maman était venue me voir, et puis David était à l'hôpital d'ailleurs à cette époque-là. Et elle est venue me voir, elle allait à la messe, donc elle passait avant me voir. Et puis elle m'a dit, de toute façon, c'est ta faute que ton fils est comme ça. Et encore maintenant, je ne pourrai jamais lui pardonner non plus. Il m'a toujours resté une rancœur quelque part. Mon frère aîné, ma belle-sœur, oui, est-ce qu'ils se rendaient bien compte de ce qui se passait? Je pense que oui. Mais quelle aide ils pouvaient m'apporter, enfin nous apporter, je ne sais pas. Ils ont été toujours très très gentils, même avec David. Ses cousins de Damien, ils ont un appartement au Touquet. Ils l'avaient au Touquet passé une soirée, une nuit, etc. Et quand il savaient
qui d'un seul coup, ils pouvaient voir des choses qu'ils voulaient. Mais ils avaient appris à le gérer, en fin de compte. Ils ont toujours été très gentils, par contre, avec lui. Franchement, très présents, allant même le voir à l'hôpital, quand il était à l'hôpital psychiatrique. Ils allaient le voir. Et vraiment, ils ont fait beaucoup de choses avec lui. Ils l'emmenaient passer un week-end au Touquet, un week-end à l'étang, avec des copains, avec leurs copains eux aussi, quoi. Et puis après, j'avais surtout mon jeune frère Jean-Louis, qui lui m'a beaucoup aidé, quoi. Je ne peux pas dire qu'elle l'accepte, c'est pas vrai. Ce serait mentir que de dire qu'elle accepte la maladie de son frère. L'handicap, elle l'aime pas beaucoup, Anne. Elle est comme sa grand-mère, en fin de compte. Alors, il change, lui qui était si mince, même, je vais dire presque maigre, il faisait beaucoup de tennis, beaucoup de sport, il s'est mis à grossir. Et on m'avait dit à cette époque-là que c'était le traitement qu'on lui donnait qui faisait grossir. Ce que j'ai bien voulu croire. Je pense qu'au départ, il y a eu ça. Bon, maintenant, c'est la bouffe. Alors, les psychiatres ont essayé... il y a eu 2 fois un traitement. Un traitement, c'était ce qu'ils appelaient la piqûre... Oui, il a une piqûre, mais qui dure 1 mois. C'est-à-dire que tous les mois, on faisait une piqûre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis un autre traitement, il a fallu qu'on l'emmène... Ils l'ont emmené à l'hôpital ici, à l'hôpital Nord à Amiens, parce que il y avait quelque chose dans l'organisme qui allait se déclencher, qu'il fallait qu'il soit à l'hôpital. Moi, j'avoue que j'ai oublié. Et puis, il n'est pas resté très longtemps, d'ailleurs. En plus de ça, il y a une infirmière qui l'a engueulé parce que le matin, les infirmières, elles viennent, elles disent aux malades, il faut vous lever maintenant, hein, allez, il faut aller vous laver. Et une fois, David, il lui a dit, je ne veux pas me laver, je ne veux pas qu'on ouvre les volets. Et l'infirmière ne savait pas sa maladie. Donc, il n'est pas resté longtemps, ils l'ont ramené à l'hôpital Pinel. Et c'est là qu'il y a eu cet essai du 3e traitement, où il prend un cachet tous les matins, qui vraiment l'a stabilisé. Et après, il y a eu un autre épisode, c'est-à-dire qu'il a fait des crises d'épilepsie. Et là, on s'est aperçu, fait des recherches bien entendu, on s'est aperçu qu'il ne fixait pas le calcium du tout. Donc ils ont fait des recherches, il y a même des examens qui sont partis jusqu'au Lyon, ça a été très loin avant que ça revienne. Et donc il prend ce cachet contre sa schizophrénie tous les matins, et il prend des cachets pour fixer son calcium, il prend du calcium tous les jours. De fait, c'est tous les jours. Et 2 fois, il a fait donc des crises d'épilepsie, une fois en ville avec moi. C'est-à-dire j'étais dans un magasin, et puis d'un seul coup, je vois des pompiers arriver. C'était une période où David vivait chez lui. Hein. Donc il était chez lui, mais j'allais avec lui faire des courses. Et il prenait un chariot, il faisait ses petites courses, etc. Puis on se retrouvait souvent à la caisse, quoi. Puis j'arrive à la caisse, et je dis, mince, il est long quand même pour acheter 3 bricoles. Je commence à regarder dans les rayons. Je voyais personne. Et là, je vois passer 2 pompiers. Bon, c'est tout, hein. Puis à ce coup, c'est pas possible, j'ai fait un quart d'heure, je ne vois plus où est-ce qu'il est. Je faisais tout le magasin. Je vais jusqu'à la caisse et j'ai écouté, vous ne pouvez pas faire un appel parce que je ne trouve plus mon fils. Et à ce coup, je vois arriver les pompiers avec quelqu'un en fauteuil roulant, et c'était David, qui était complètement, on n'y va pas. En plus, plein de sang parce qu'il était tombé sur le chariot, donc la tête comme ça, donc forcément l'hôpital, etc. Et mon frère était encore vivant, donc je l'appelais toujours, donc il a foncé à l'hôpital pour expliquer en plus la maladie, le traitement et tout ce qui s'ensuit forcément, parce qu'il était médecin et que j'ai toujours été très très proche de lui. Et puis une 2e fois, on part à l'étang avec David, et puis parce que c'était à l'automne je crois, et puis on allait faire du feu, on avait nettoyé une grande partie de l'étang, on avait fait des gros tas de bois, et puis je voulais les brûler avant de rentrer le soir. Et puis j'avais emmené mon fils avec moi, je me dis, tiens, toi tu vas ratisser là, moi je vais commencer à mettre le feu. Et du coup, je voyais, il était appuyé sur son râteau, puis il ne faisait plus rien. Je dis, David, je dis, maman, je ne peux pas tout faire là, allez quoi. Oui, bon, d'accord. Elle dit, je vais aller me reposer un petit peu avant. Sur le coup, tu dis, mince, il se repose, il n'a rien fait. Enfin bon, bref. Puis au bout d'un moment, je vais dans le chalet où il était allongé sur un divan, et puis je dis, mais David, il faut que tu viennes là. Bon, j'arrive. Je le vois arriver toujours avec le râteau, et puis il ne faisait rien du tout. Puis à ce coup, il dit, on s'en va. Je dis, bon,
Enfin, je dis, David, on vient d'arriver. Je dis, ça fait même pas une demi-heure qu'on est là. Non, mais il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Puis à ce moment-là, je le regarde. J'avais compris, il avait déjà les yeux forcément dans le bag. Je dis, bah écoute, tiens, voilà les clés, va en voiture, attends-moi, je ferme le chalet. J'irai en voiture, il était allongé. Ma petite voiture, tu vois David, gros comme il est, il s'était tassé derrière, puis il n'y avait rien à faire, il n'allait pas bien du tout, du tout. Alors pour la petite histoire, j'arrive au premier village, et là, arrêté par les flics. Puis il me dit, mais le monsieur qui est derrière, il n'a pas sa ceinture. Ben, je dis, il ne peut pas mettre sa ceinture, parce qu'il est très malade, et je pars à l'hôpital d'Amiens l'emmener, d'urgence. Ah bon, qu'il l'a fait? Il a arrêté la circulation, puis il m'a laissé passer. Donc, je suis arrivée pas loin de chez moi, et puis je dis, David, tu viens coucher à la maison. Non, je vais être tout seul. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il fallait qu'il soit tout seul. Je le ramène chez lui, mais j'étais quand même très inquiète, très, très inquiète. Et je m'en voulais presque de ne pas avoir insisté, mais c'était pas lui rendre service, si tu veux, de toujours l'obliger à faire des choses comme ça. Et puis le lendemain matin, je ne sais pas, il devait être 7h30 du matin, alors j'étais tellement inquiète, je l'appelle. Je dis, tant pis si je le réveille. Ça sonne, ça répond pas. J'attends encore un quart d'heure, il m'entend peut-être pas bien. Je rappelle, ça ne répondait toujours pas. J'ai essayé comme ça 3-4 fois, parce que j'ai pris ma voiture, puis je suis partie. Je suis arrivée dans sa chambre, il avait perdu connaissance, il s'était cogné aussi contre le bois de son lit, donc il saignait aussi, et puis là, il était en perte de connaissance totale, quoi. Et alors, j'ai appelé mon frère, qui m'a dit, ben, écoute, j'arrive. Il l'a mis en voiture, puis il l'a emmené à l'hôpital, alors qu'on aurait dû appeler les pompiers à cette époque-là. C'était dangereux ce qu'on faisait, quoi. Enfin, bon. Mais Jean-Louis était médecin, donc... Et puis là, il est resté quand même assez longtemps à l'hôpital. Heureusement qu'il y avait toujours Jean-Louis, parce que moi, on ne me laissait pas rentrer quand arrive quelqu'un aux urgences. T'as beau dire, mais attendez, il a ci ou il a ça. À chaque fois, je disais à Jean-Louis, surtout dis-leur qu'il faut qu'il boive, dis-leur qu'il faut qu'il boive. Ben, parce qu'il faut qu'il boive tout le temps, David. Il a un traitement qui dessèche ses muqueuses, son traitement actuel. Et donc, les yeux, pendant très longtemps, il fallait lui mettre des gouttes dans les yeux tous les jours. Le nez, c'était pareil. Et alors, ça s'est passé, les yeux et le nez. Mais par contre, la salive, non. La salive n'est jamais revenue. C'est-à-dire qu'il a très peu de salive. Donc, il faut tout le temps qu'il y ait de l'humidité dans sa bouche. Donc, il boit tout le temps, David. Tout le temps. Tout le temps. Il lui faut toujours à boire. Donc, quand il allait comme ça à l'hôpital, il ne lui donnait pas à boire. Et une fois, je me souviens à l'hôpital, ils ne voulaient pas lui donner à boire. Je l'ai entendu crier. Moi, j'étais dans la salle d'attente et lui, il était déjà rentré dans le couloir des urgences. Je veux boire, je l'entendais boire, je veux boire, il faut que je boive. Donc, je vais voir la secrétaire, j'écoute, il faut absolument que je voie un médecin, parce que là, ce qui se passe, ça ne va pas bien se passer. Alors, le médecin, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il faut lui donner à boire. C'est pas possible. Je dis, on va regarder sa langue. J'étais rentrée à côté de lui. Il avait déjà une langue qui était toute noire. Une mycose. Il en a eu, je ne sais pas combien de mycoses. Je ne sais pas combien. Et il y a eu un drame plus important quand même. C'est que un jour, David me téléphone. Il était bien sûr dans son appartement. Et puis il me dit, maman, je viens de faire une bêtise. Et je dis, bon, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Il en faisait tellement que... Il dit, je viens d'avaler tous mes médicaments. Mais j'écoute, c'est pas grave. Je dis, t'inquiète pas, j'arrive. J'appelle tout de suite mon frère, bien entendu, qui me dit, j'arrive tout de suite. Il dit, tu me prépares tous les médicaments, toutes les boîtes, qu'on sache ce qu'il a pris. Et puis là, il l'a emmené aussi aux urgences, quoi. Lavage d'estomac, tout ce qui s'ensuit, quoi. 2 jours après, il est ressorti, quoi, si tu veux. Et depuis, il n'a plus fait de bêtises, quand même. Ah oui, il voulait suicider, hein. Mais ça fait partie du parcours des schizophrènes, justement. Les tentatives de suicide, ils en font toujours au moins 2 ou 3. C'est pour ça qu'il y en a qui se suicident, qui vont sous un train, etc. Bien souvent, ce sont des gens qui sont quand même très malades. Et c'est une voix qui leur dit... des fois, tu vois un schizophrène qui attaque quelqu'un avec un couteau, hein, parce que ça arrive souvent que tu entends, il est malade, il est parti en hôpital psychiatrique. Il a une voix qui lui dit qu'il faut qu'il tue quelqu'un ou qu'il fasse une bêtise, quoi. Et ça a été vraiment la dernière fois qu'il a fait vraiment quelque chose de très grave, quoi.
ben, il était capable de jeter toutes ses affaires dans la rue, quoi. Une fois je suis arrivée, il était en train de jeter un matelas, son matelas de lit. Il était en train de le descendre par l'escalier. Et une fois, il avait été en ville parce qu'il avait l'allocation d'adulte handicapé et il avait tout dépensé. Il s'était acheté une veste de cuir de toute beauté. Naturellement, il avait plus de ticket. J'ai dit, bon, je vais la ramener demain, etc. Et puis le lendemain, j'allais presque tous les jours voir David. Et le lendemain, je dis, à propos, ta veste là, elle est où? T'as pas mis le ticket dans ta poche, etc. Quelle veste? Il avait déjà oublié qu'il avait acheté sa veste. Et il l'avait jeté à la poubelle. Et tout était comme ça. Il jetait tout. C'est pas compliqué, jetait tout. Ou alors il y avait un beefsteak sur la table. C'était pas au frigidaire, c'était d'une crasse. Phénoménal. Il faisait rien, il était couché en longueur de journée. Puis quand il avait une crise de folie, ben, il prenait un truc, il le jetait. J'allais faire le ménage, la lessive, je ramenais ici parce qu'il n'y avait pas de machine à laver, je ramenais le linge, enfin bon. Et puis un jour je tombe sur un papier, genre une facture. Il y en avait pour, à cette époque-là, 9000 francs. Je sais quoi ce truc-là? David, c'est quoi ça? Il s'était inscrit à, tu sais, des trucs de rencontres. Je me suis rendu compte que c'était pas Amiens, c'était à Perpignan, à Lille. C'est de la folie, ce truc-là. C'est une honte, une véritable honte, ces trucs-là. Je ne sais pas si ça existe toujours. Donc, je leur ai téléphoné en disant, mais vous êtes quand même rendu compte que c'était quelqu'un qui est malade, quoi. Elle dit non, pas du tout. Pour nous, il est tout à fait normal. C'est quand même lui qui a signé les papiers et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé. J'avais aucun recours. J'ai payé. Et une autre fois, c'était une note de téléphone. C'était 10 000 francs ou un truc comme ça, en francs, hein, je parle là toujours. Et là, j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça, moi. Alors c'est là qu'il m'a dit, il faut le mettre sous curatelle. Au moins, s'il fait une bêtise, s'il achète une Porsche, comme il est sous curatelle, on efface tout de suite les dettes, quoi. C'est quand même très important, ça. Donc j'ai payé l'histoire de la connerie, là, de rencontre, et puis j'ai payé le téléphone. Et Jean-Louis m'a dit, t'as eu tort de payer. Tu n'aurais jamais dû payer. Il dit, de toute façon, c'était lui, c'était pas toi. Il dit, bon, quel recours il pouvait avoir? Moi, je dis, oui, mais c'est trop tard, c'est payé. Et c'est pour ça que je l'ai mis sous curatelle. Parce que c'était pas possible, quoi. Mais même encore maintenant, heureusement qu'il est sous curatelle. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va gagner il va avoir 100 € dans sa poche. Tant qu'il ne les aura pas dépensés, il va bien. Il faut qu'il les dépense. Il a de l'argent, il le dépense. Tu lui donnes 10 €, il dépensera 10 €. Tu lui donnes 50, il dépensera 50. Tu lui en donnerais 500, il dépensera 500. Tu vois, tu lui demandes 3 paquets de café, il t'en achète 4. Il m'a ramené deux boîtes de chewing-gum, là. Pourquoi 2? Je ne vais même pas demander une seule boîte. J'en ai encore des boîtes. Et tout est comme ça, tu vois. Mais ça, les 3/4, ils sont comme ça. Hein. C'est maladif. C'est vraiment une maladie. Hein.